Chapitre 14. Le premier coup. J'étais si content d'avoir planté là Long John que je commençais à me divertir et à examiner avec curiosité le lieu où je me trouvais sur cette terre étrangère. J'avais franchi un espace marécageux, encombré de saules, de joncs et de singuliers arbres paludéens à l'aspect exotique, et j'étais arrivé sur les limites d'un terrain découvert, aux ondulations sablonneuses, long d'1 mille environ, parsemé de quelques pins et d'un grand nombre d'arbustes rabougris, rappelant assez des chênes par leur aspect, mais d'un feuillage argenté comme celui des saules. À l'extrémité du découvert s'élevait l'une des montagnes, dont le soleil éclatant illuminait les deux sommets aux escarpements bizarres. Je connus alors pour la première fois les joies de l'explorateur. L'île était inhabitée. Mes compagnons, je les avais laissés en arrière, et rien ne vivait devant moi que des bêtes. Je rôdais au hasard parmi les arbres. Ça et là fleurissaient des plantes inconnues de moi. Ça et là je vis des serpents, dont l'un darda la tête hors d'une crevasse de rocher, en sifflant avec un bruit assez analogue au ronflement d'une toupie. Je ne me doutais guère que j'avais là devant moi un ennemi mortel, et que ce bruit était celui de la fameuse sonnette. J'arrivai ensuite à un long fourré de ces espèces de chênes, des chênes verts comme j'appris plus tard à les nommer, qui buissonnaient au ras du sable, tels des ronces, et entrelaçaient bizarrement leurs ramures, serrées drues comme un chaume. Le fourré partait du haut d'un monticule de sable et s'étendait toujours en s'élargissant et augmentant de taille jusqu'à la limite du vaste marais plein de roseaux, parmi lesquels se traînait la plus proche des petites rivières qui débouchent dans le mouillage. Sous l'ardeur du soleil, une exhalaison montait du marais et les contours de la Longue-Vue tremblotaient dans la buée. Tout d'un coup, il se fit entendre des joncs une sorte d'émeute. Avec un cri rauque, un canard sauvage s'envola, puis un autre, et bientôt, sur toute la superficie du marais, une énorme nuée d'oiseaux criards tournoya dans l'air. Je jugeai par là que plusieurs de mes compagnons de bord s'approchaient par les confins du marigot, et je ne me trompais pas, car je perçus bientôt les lointains et faibles accents d'une voix humaine qui se renforça et se rapprocha peu à peu, tandis que je continuais à prêter l'oreille. Cela me jeta dans une grande frayeur. Je me glissai sous le feuillage du chêne vert le plus proche et m'y accroupis aux aguets sans faire plus de bruit qu'une souris. Une autre voix répondit à la première, puis celle-ci, que je reconnus pour celle de Silver, reprit et continua longtemps d'abondance, interrompue par l'autre à 2 ou 3 reprises seulement. D'après le ton, les interlocuteurs causaient avec vivacité et se disputaient presque, mais il ne me parvenait aucun mot distinct. À la fin, les 2 hommes firent halte et probablement ils s'assirent, car non seulement ils cessèrent de se rapprocher, mais les oiseaux mêmes s'apaisèrent peu à peu et retournèrent à leur place dans le marais. Et alors, je m'aperçus que je négligeais mon rôle. Puisque j'avais eu la folle témérité de venir à terre avec ces sacripants, le moins que je pusse faire était de les espionner dans leur conciliabule, et mon devoir clair et évident était de m'approcher d'eux autant que possible sous le couvert propice des arbustes rampants. Je pouvais déterminer fort exactement la direction où se trouvaient les interlocuteurs, non seulement par le son des voix, mais par la conduite des derniers oiseaux qui planaient encore, effarouchés au-dessus des intrus. M'avançant à 4 pattes, je me dirigeai vers eux sans dévier, mais avec lenteur. Enfin, par une trouée du feuillage, ma vue plongea dans un petit creux de verdure, voisin du marais et étroitement entouré d'arbres, où Long John Silver et un autre membre de l'équipage s'entretenaient tête à tête. Le soleil tombait en plein sur eux. Silver avait jeté son chapeau près de lui sur le sol, et il levait vers son compagnon avec l'air de l'exhorter, son grand visage lisse et blond, tout verni de chaleur. « Mon gars, disait-il, c'est parce que je t'estime au poids de l'or. Oui, au poids de l'or, sois-en sûr. Si je ne tenais pas à toi comme de la glu, crois-tu que je serais ici occupé à te mettre en garde? La chose est réglée. Tu ne peux rien faire ni empêcher. C'est pour sauver ta tête que je te parle. Si un de ces brutaux le savait, que deviendrais-je, Tom? Dis, que deviendrais-je? Silver, répliqua l'autre. Et non seulement il avait le rouge au visage, mais il parlait avec la raucité d'un corbeau, et sa voix frémissait comme une corde tendue. « Silver,
Tu es âgé, tu es honnête. Tu en as du moins la réputation. De plus, tu possèdes de l'argent, à l'inverse d'un tas de pauvres marins. Et tu es brave, si je ne me trompe. Et tu vas venir me raconter que tu t'es laissé entraîner par ce ramassis de vil sagouins? Non, ce n'est pas possible. Aussi vrai que Dieu me voit, j'en mettrai ma main au feu. Quant à moi, si je renie mon devoir... » Un bruit soudain l'interrompit. Je venais de découvrir en lui l'un des matelots honnêtes, et voilà qu'en cet instant, un autre me révélait son existence. Au loin, sur le marigot, avait éclaté un brusque cri de colère, aussitôt suivi d'un second, et puis vint un hurlement affreux et prolongé. Les rochers de la Longue-Vue le répercutèrent en échos multipliés. Toute la troupe des oiseaux de marée prit une fois de plus son essor et assombrit le ciel dans un bruit d'ailes tumultueux. Et ce cri d'agonie me résonnait toujours dans la tête, alors que le silence régnait à nouveau depuis longtemps, et que la rumeur des oiseaux redescendant et le tonnerre lointain du ressac troublaient seuls la touffeur de l'après-midi. Tom avait bondi au bruit comme un cheval sous l'éperon, mais Silver ne sourcilla pas. Il restait en place, appuyé légèrement sur sa béquille, surveillant son interlocuteur comme un reptile prêt à s'élancer. « John !» fit le matelot en avançant la main. « Bas les pattes !» ordonna Silver, qui sauta d'une demi-toise en arrière avec l'agilité et la précision d'un gymnaste exercé. « Bas les pattes si tu veux, John Silver. C'est ta mauvaise conscience seule qui te fait avoir peur de moi. Mais au nom du ciel, qu'est-ce que c'était que ça ?» Silver sourit, mais sans se départir de son attention. Dans sa grosse figure, son œil réduit à une simple tête d'épingle étincelait comme un éclat de verre. « Ça, répondit-il, il me semble que ce devait être Alan. » À ces mots, l'infortuné Tom se redressa, héroïque. « Alan, alors que son âme repose en paix. C'était un vrai marin. Quant à toi, John Silver, tu as été longtemps mon copain, mais tu ne l'es plus. Si je meurs comme un chien, je mourrai quand même dans mon devoir. Tu as fait tuer Alan, n'est-ce pas? Tue-moi donc aussi si tu en es capable, mais je te mets au défi. » Là-dessus, le brave garçon tourna le dos au coq et se dirigea vers le rivage. Mais il n'alla pas loin. Avec un hurlement, John saisit une branche d'un arbre, dégagea sa béquille de dessous son bras et la lança à toute volée, la pointe en avant. Ce singulier projectile atteignit Tom en plein milieu du dos avec une violence foudroyante. Le malheureux leva les bras, poussa un cri étouffé et s'abattit. Était-il blessé grièvement ou non? Je crois bien à en juger par le bruit qu'il eut l'épine dorsale brisée du cou. Mais Silver ne lui donna pas le loisir de se relever. Agile comme un singe, même privé de sa béquille, le coq était déjà sur lui et par 2 fois enfonçait son coutelas jusqu'au manche dans ce corps sans défense. De ma cachette, je l'entendis âner en frappant. J'ignore ce qu'est un évanouissement véritable, mais je sais que pour une minute, tout ce qui m'entourait se perdit à ma vue dans un brumeux tourbillon. Silver, les oiseaux et la montagne ondulaient en tous sens devant mes yeux, et un tintamarre confus de cloches et de voix lointaines m'emplissait les oreilles. Quand je revins à moi, l'infâme, béquille sous le bras, chapeau sur la tête, s'était ressaisi. À ses pieds, Tom gisait inerte sur le gazon. Mais le meurtrier n'en avait nul souci, et il essuyait à une touffe d'herbe son couteau sanglant. Rien d'autre n'avait changé. Le même soleil implacable brillait toujours sur le marais vaporeux et sur les cimes de la montagne. J'avais peine à me persuader qu'un meurtre venait d'être commis là, et une vie humaine cruellement tranchée un moment plus tôt sous mes yeux. John porta la main à sa poche et y prit un sifflet dont il tira des modulations qui se propagèrent au loin dans l'air chaud. J'ignorais bien entendu la signification de ce signal, mais il m'angoissa. On allait venir, on me découvrirait peut-être. Il avait déjà tué 2 matelots fidèles, après Tom et Alan. Ne serait-ce pas mon tour? À l'instant, j'entrepris de me dégager et rampai en arrière vers la partie moins touffue du bois, aussi vite et silencieusement que possible. J'entendais les appels qu'échangeaient le vieux flibustier et ses camarades, et la proximité du danger me donnait des ailes. Sitôt sorti du fourré, je courus comme je n'avais jamais couru. Peu m'importait la direction, pourvu que ma fuite m'éloignât des meurtriers. Et durant cette course, la peur ne cessa de croître en moi jusqu'à m'affoler presque.
Personne, en effet, pouvait-il être plus irrémédiablement perdu. Au coup de canon, comment oserais-je regagner les embarcations parmi ces bandits encore sanglants de leurs crimes? Le premier qui m'apercevrait ne me tordrait-il pas le cou comme à un poulet? Mon absence à elle seule ne me condamnait-elle pas à leurs yeux? Tout était fini, pensai-je. Adieu, Espagnola, adieu, chevalier, docteur, capitaine. Mourir de faim ou mourir sous les coups des révoltés, je n'avais pas d'autre choix. Cependant, comme je l'ai dit, je courais toujours et sans m'en apercevoir, j'étais arrivé au pied de la petite montagne à 2 sommets, dans une partie de l'île où les chênes verts croissaient moins drus et ressemblaient davantage à des arbres forestiers par le port et les dimensions. Il s'y entremêlait quelques pins solitaires qui atteignaient au moins 50 pieds et quelques-uns jusqu'à 70. L'air en outre semblait plus pur que dans les bas-fonds voisins du Marigot. Et voici qu'une nouvelle alerte m'arrêta court, le cœur palpitant.